Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe, un nouveau ChessMe répond à vos questions. J'ai pas eu le temps ce week-end, donc ça fait peut-être 2-3 jours que vous attendez cette vidéo, elle est là. Et je vais commencer par Chèvre, hein, je vais t'appeler par ton petit nom, Chèvre. Au départ, tu disais, je regarderai mon classement en 2025, pas de prise de tête, le mot d'ordre, c'est prendre du plaisir à jouer. Exact, ça je confirme, c'est toujours l'idée. Tu fais un tournoi de fou, merci, réalisant des performances quasi quotidiennes, remercie, et tu dis quand même, attention, j'ai pas encore atteint les 50%, il y a là, semble-t-il, un tout petit paradoxe qui, à mon humble avis, pourrait te donner une piste sur un nouvel axe de progression au niveau mental à travailler. Je te taquine un peu, mais je trouve que c'est intéressant, en fait, car je viens de prendre conscience que j'avais tendance à avoir le même ressenti à une époque où je faisais des tournois. Donc merci. Alors Chèvre, merci à toi. Ok, donc le Hello, on est d'accord, hein, c'est 2025, on est en 2020, donc le temps de voir venir, on ne se colle pas la pression là-dessus, on prend plaisir à jouer. Euh, Par contre, sur les 50%, mon approche là, elle est un petit peu différente. C'est le Bois Colombes de Chessmaster avait été, il y a 2 ans, mon tournoi de reprise après 25 ans sans compétition, quoi. Et j'avais réalisé un score de 1,5 sur 7, à l'époque c'était sur 7 je crois, ou alors 1,5 sur 9, enfin un score assez catastrophique à la Chess Me. Et mon seul objectif en allant 2 ans plus tard, retournant en ce tournoi et un tournoi de reprise après une interruption beaucoup plus faible, 6 mois, hein, juste pour désaturer un peu, mais quand même un tournoi de reprise au bout de 6 mois, mon seul objectif c'était peut-être de faire mieux que 2 ans avant, c'est-à-dire 1,5. Donc je ne m'étais pas du tout collé la pression, et d'ailleurs après la première journée, j'avais, je crois, 1,5 sur 2, donc j'avais déjà atteint mon objectif, on va dire, mental. Donc le reste, c'était vraiment que du plaisir. Au bout du premier jour, c'était fait. L'histoire des 50%, c'est parce que, en fait, c'était pas un objectif du tout. J'en parle pas comme ça. Ou alors je me suis mal exprimé. C'est plutôt une réflexion que je me suis fait pour rester les pieds sur terre. Parce qu'effectivement, j'ai fait un super tournoi. À chaque ronde, c'était plus inespéré que la précédente. Et je voulais surtout pas commencer à stresser en me disant oh là là, mais je joue le classement, ou je suis dans le coup, ou c'est génial ce que je fais, il faut surtout pas que je le gâche. Donc j'ai eu l'idée de redevenir modeste en quelque sorte en me disant mais t'es même pas à 50%. T'as beau te dire que tu fais un beau tournoi, si tu perds toutes les parties qui restent, tu seras même pas à 50%. Donc tant que t'as pas 4,5 sur 6, sur 7, sur 8 ou sur 9, t'es pas à 4,5 sur 9, t'as même pas la moitié des points, quoi. Et je crois que c'est au bout de 2 jours, je suis genre à 4,5, non 3,5 ou je sais plus trop, ou 3 sur 4, enfin. Et ouais, c'est génial, mais je peux très bien finir à 3 sur 9, ce qui serait un tournoi un peu moyen, moyen moins, quoi. Donc c'est dans cette approche-là que je le disais. C'était pas du tout de la pression, c'était au contraire pour rester calme et pas m'exciter sur les résultats que j'étais a priori en train d'obtenir. Voilà. Donc voilà ma réponse. Alors, Chèvre encore, merci, ils ont beaucoup de contributions. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que tu arrives dans le même temps à rester relativement cool quand tu joues. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Ça demande beaucoup de travail et il suffit pas juste de le vouloir, hein. Pour être cool, il faut vraiment avoir pris plein de défaites, être passé par plein et relativiser complètement, quoi. Quand tu joues et aussi dans ta manière d'aborder les parties. À la base, tu ne t'étais pas réellement fixé d'objectif, oui c'est ça, sinon de prendre du plaisir, et finalement tu engrangeais de bons résultats et la confiance. Et plus tu te disais, ah oui, c'est bien, mais attention, j'ai pas encore 4,5. Ah, on revient sur le même truc, ok. Je trouve ça à la fois paradoxal et en même temps très révélateur de la difficulté de la préparation mentale réellement efficiente, car je pense que cela montre en fait que notre psyché est extrêmement complexe et chaque jour est différent du précédent. En tout cas, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, il se passe des trucs chaque jour. En tout cas, merci pour ce partage, c'est très intéressant, cet aspect psychologique de constater cette petite contradiction, même qui se révèle être très intéressante en fait. Ok, merci à toi. Bon, on rejoint un peu le premier point, mais malheureusement, je me suis mal exprimé, hein, comme je viens de le dire. J'étais plus sur une évacuation de la pression en parlant des 50%, en me disant j'y suis même pas, que sur une nouvelle pression en me disant je veux faire 50%. C'était pas du tout mon objectif de faire 50% et je ne me suis pas du tout projeté là-dessus. Alors, sur la partie. Là, ces deux-là, c'était sur la partie 7, la partie contre un joueur à 2000 où je sacrifie. Enfin, oui, il y a un sacrifice de l'âme pour ceux qui l'ont pas vu. La partie 6, grosse bagarre, ouais, elle était marrante celle-ci, une bagarre de rue. Alors, belle partie, j'apprécie particulièrement la séquence inaugurée par Dame prend C4 en fin de variante.
tour C8 qui aboutit à une position gagnante et un calcul pas si évident. Je vois exactement ce que tu veux dire, les autres je les renvoie vers la vidéo. Effectivement, il fallait être sûr absolument que avec tour C8, parce que sinon c'était lui qui rentrait avec sa tour et on était perdant en fait. Hein. Et aussi votre bonne évaluation de la position lors du passage en finale, cavalier contre fou. Ouais, effectivement, merci, même si bon, moi il me paraissait évident que le cavalier serait fou quand même, serait fort. serait fort. Bravo pour cette explication pédagogique, et ben merci, si c'est pédagogique, si ça vous sert, je suis content de le partager. Philippe, toujours très sympa et très présent sur la chaîne et les autres chaînes des youtubeurs français d'ailleurs, donc des commentaires sympas. Dommage, mais comme on dit, ego is the enemy, donc ça c'est sur la ronde 7. Se méfier quand on pense avoir fait un match facile. Ouais, je pensais pas trop facile, mais je pensais que j'étais bien, mais tu as raison, c'est exactement ça en fait, oui, oui. En tout cas, bravo pour ce tournoi et un grand merci pour cette passionnante série vidéo. Eh oui, 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 moi je me rends compte que c'est long de vous mettre une vidéo par une vidéo, il faut que j'analyse mes parties, ça c'est plutôt bien, ça m'oblige à les analyser en amont, donc je les analyse assez profondément. Ensuite je fais la vidéo, je fais un mini montage, je vous la mets en ligne, donc c'est vrai que c'est long aussi de mon côté, et j'espère que, enfin ça demande au moins un petit investissement on va dire, j'espère que ça vous plaît, parce que j'imagine que c'est vécu effectivement comme une série. Alors je le ferai, j'espère, pour tous les tournois importants que je vais faire. Vous avez vu qu'il y en avait plusieurs à mon programme qui est important. Le prochain, ce sera certainement Noisiel en février. Et quel que soit le résultat, c'est toujours la même histoire. Bon tournoi, mauvais tournoi, je vous referai sûrement la même chose. Sauf si je décrète que j'ai perdu trop de temps à faire ces vidéos. Mais je suis pas sûr parce que ça m'oblige à revoir mes parties en profondeur, à bien les analyser. Et en faisant la vidéo, je les revois une troisième fois en quelque sorte et à en parler. Donc il y a des choses qui devraient me marquer, ça doit être utile, j'espère. Parce que c'est vrai que pendant que je fais ça, je joue plus en fait. Mais bon, analyser, commenter ces parties. Donc si c'est passionnant, eh bien, écoute, je te promets d'en faire d'autres. Déjà on va finir, il y a 9 rondes sur le BC Masters et puis après il y aura 9 rondes aussi à Noisiel en février 2020. Alors, Marc Mailly, pour le roi somnolent, et oui, dans cette ronde, je parle d'un roi somnolent qui doit rejoindre la bagarre parce qu'il ne fait pas grand-chose. Voici le groupe de rock My Sleeping Karma. Ok, on connaît peut-être ou on ne connaît pas, on peut aller voir. Donc voilà, vous avez le lien, on arrive là, je vais lancer. Mais je ne vais pas laisser dérouler d'abord parce que ça va m'empêcher de parler. Et ensuite, je vais avoir des copyrights qui vont venir sur la chaîne, etc. Dès que vous passez les musiques, il y a du copyright qui traîne. Alors, donc, on va revenir ici, mais merci, je vais écouter ça. Alors, Laurent, très bonne partie, j'aime bien ton début actif. Alors, on est sur la partie 6, ok, je vois laquelle c'est. Partie 6, ton début actif et ton jeu adapté à la position, c'est vrai, ouais, j'essaye d'être dans la dynamique. En plus, bon, pour le coup, c'est un vrai gambit qui a été joué, il y a un pion de moins, donc je pense qu'il faut être dynamique, donc j'ai pas trop le choix. Et quand on est le dos au mur, et ben ça pousse à prendre un peu plus de risques que quand on est tranquillement dans une partie égale, quoi. Donc je pense que c'est ça. Tu ne t'es pas dégonflé, tu n'as pas reculé devant les complications tactiques, ouais, donc je pense que la justification elle est là, quoi. C'est pas que du courage, c'est qu'avec un pion de moins, faut y aller. Au final, une victoire bien méritée, merci, grâce à la pression que tu as mise sur ton adversaire. Ouais, et en fait, ça se finit à la toute fin parce que il tombe autant, la position est difficile, mais à un coup près, si j'ose dire, hein, on était pas là. En tout cas, merci Laurent, et alors grâce à Laurent, vous allez même vous aussi profiter d'une autre série vidéo qui n'était pas prévue. C'est que Laurent a fait en sorte que je sois invité, merci Laurent, dans un tournoi fermé sur internet avec des gens qui a priori ne trichent pas, donc ça c'est bien. Et on va jouer à toute ronde ensemble. Donc je crois que ça se finit en avril, donc sans doute fin avril, début mai, je vous commenterai probablement les parties que j'ai jouées dans ce tournoi, comme je le fais pour les autres, parce que ce sera un vrai tournoi, je vais essayer de récupérer les hello feeds des gens, et même s'il n'est pas homologué, c'est des gens qui veulent jouer sérieusement devant leur ordinateur, comme si ils étaient en tournoi, sans tricher, ils s'engagent tous. Bon, je crois que ça s'appelait Fairplay 4040, le groupe sur Lichess, vous pouvez toujours les contacter. Et donc j'ai été invité à ce tournoi grâce à Laurent. Et en plus, c'est un tournoi relevé, hein, je pense qu'il y a de quoi faire. Pour tout vous dire, j'ai même déjà joué la première ronde, qui s'est pas super bien passée parce que j'étais très fatigué et je me suis emmêlé les pinceaux dès le début. Dans l'ouverture, j'ai confondu deux coups. Peut-être parce que j'avais regardé les parties de mon adversaire avant aussi, et du coup, j'ai plus regardé d'autres parties que mon répertoire. Et je me suis retrouvé très mal tout de suite, et bon, vous verrez ce qui s'est passé lorsque je ferai le compte rendu, mais alors ça c'est dans longtemps en avril. En tout cas, merci Laurent pour toujours des conseils très très précis. Quand vous voyez ces commentaires passer sur les chaînes YouTube, vous pouvez lire parce que c'est vraiment un garçon posé, intelligent et de bons conseils.
Toshiro04, que je ne connais pas. Bonjour et bienvenue à toi du coup. Alors, bonjour, à votre avis, est-ce encore possible d'obtenir un titre MI ou GMI avec un Hello de 1837 à 16 ans? Merci pour vos vidéos très instructives. Alors, on a une réponse en plus de Laurent, justement. Alors, on va regarder. À 16 ans, tout est possible, mais les titres de MI et GMI demandent un énorme investissement en temps, pas toujours compatible avec les études. C'est clair, à 16 ans, il faut d'abord se préoccuper des études. Il y a une vidéo sur YouTube qui traîne d'ailleurs d'un Indien, bon, c'est en anglais, hein, je crois, mais qui est devenu grand maître genre à 35 ans, en ayant commencé vers 20 ans. Donc c'est toujours possible. Hein, il avait un elo de 0 à 20 ans, si vous voulez. C'est toujours possible, mais il y a vraiment consacré sa vie, il n'a pas pris de job, ce qui fait que il était vraiment tout le temps dos au mur, lui aussi, pour essayer. Enfin bon, c'est un cas. Tout est possible dans la vie, tout est possible. On peut vraiment pas vous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que tu joues déjà bien, tu comprends les échecs, et ouais, passe le bac quand même. 16 ans, le bac, les études, c'est 2-3 ans d'investissement, et après tu pourras revenir aux échecs plus sérieusement. Ce serait un peu idiot de mettre les études en suspens, sans être aujourd'hui déjà 2004. Là où il faudrait, parce que tu aurais un avenir à la Maxime Vachier-Lagrave, en étant 1800, fais d'abord tes études, assure-toi un beau métier, et ensuite adonne-toi totalement à ta passion, et ça pourra réussir. Je vous rappelle qu'il y a un premier titre, hein, c'est le Maître Feed, on peut aller le chercher quand même. Il est à 2003, il suffit de passer des lots un jour. Voilà. Et après, une fois qu'on est là, on peut voir venir. Alors, Dominique Puloc, belle partie, bien commentée, et bravo pour la grosse bagarre encore, oui, avec les Noirs. Merci beaucoup, Dominique. Joe Cazer, je ne sais plus si ça vient de moi, mais la vidéo bug énormément. Oui, ah ouais. Alors, en fait, la vidéo ça va, mais il faut pas regarder ma tête parce qu'il y a un gros décalage entre le son et genre il y a une image par seconde, c'est une horreur. Ça vient du logiciel de montage en fait. Quand j'ai monté la vidéo, je devais faire autre chose à côté, peut-être analyser une partie avec un module. Le PC était en train de ramer et donc ça rame. Mais ce sont des vidéos qui durent 1 heure. Le fait de les remonter, les monter ça prend aussi 1 heure, donc la faire 1 heure, la monter 1 heure ça fait 2 heures, après la mettre en ligne ça prend un bon quart d'heure, 2 heures et quart. Je m'en suis rendu compte mais j'ai pas eu envie de la refaire quoi. Donc à la limite regardez pas ma tête, écoutez le son je crois que ça va à peu près, et regardez la position, elle ça va aussi. Désolé en tout cas pour ça, et je ferai plus attention maintenant pendant le montage à pas faire tourner autre chose à côté de Gourmand. Donc ça vient pas de toi, c'est Neil Odin, pareil, ça vient de moi, c'était le montage vidéo qui était pas bon. Angela Martinez, qui est une homonyme. Du coup, ce tournoi va booster ton classement feed. Ah ben non, Angela, non, on a dit pas de classement Elo avant 2025. Donc je sais pas si ce classement aura une quelconque incidence, si ce tournoi aura une quelconque incidence sur mon classement feed de 2025. Mais en tout cas, pour février 2020, oui, il y a une incidence. J'ai dû gagner genre 80 points, un truc comme ça. Donc c'est avec un coef 20, c'est pas mal du tout. Mais on s'en moque, c'est pas grave, c'est pas important. Au passage, ça me permet même de repasser 2000 Elo. Donc là, habituellement, j'aurais fait la petite fête, mais en l'occurrence, non. 2025. On verra en 2025. Pour l'instant, ok. Bon résultat, c'est surtout, c'était une super expérience, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Vous le verrez à l'issue de la ronde 9, j'ai même eu des maîtres qui ont suivi ma partie, parce que ça avait un enjeu sur le classement général, en fait, pas pour moi directement, mais pour mon adversaire, qui sont venus me complimenter après. Ça m'est allé droit au cœur, j'ai pas l'habitude, quoi, de compliments de gens hyper compétents. Donc ça a été très fort. Donc ouais, il y aura des points de gagner, mais c'est pas des points pour 1er janvier 2025. Hein. Ou alors ils seront bien cachés après derrière plein d'autres. Donc c'est pas très important. Alors la chèvre, merci chèvre, chèvre alliée de la table carrée. Question, selon vous, d'après votre expérience, donc on parle toujours de cette grosse bagarre, 36, oh là là, c'est très long les questions de Monsieur Chèvre. Comment peut-on progresser dans le milieu de jeu? Ah oui, alors ok. Et après, il y a plusieurs hypothèses. Ça, je l'avais lu en fait, donc je ne vais pas tout relire ici. Donc comment peut-on progresser dans le milieu de jeu? C'est surtout ça. Est-ce qu'il faut analyser des vieilles parties? Est-ce qu'il faut analyser ces parties, etc. Et il y a 6 personnes qui ont répondu, donc je pense que ces réponses sont intéressantes aussi. Vous n'avez pas toujours besoin de moi, évidemment, pour répondre. Il y a des gens qui ont des idées intéressantes. Donc il y a par exemple Gaëtan qui dit d'apprendre des parties de grand maître en lisant les commentaires. Avec des livres, ouais, c'est pas mal, plusieurs livres. Hein. Pour le milieu de jeu, les livres. En même temps,
quand j'y pense, je suis pas très content de ta question, Monsieur Chèvre, parce que va sur ma chaîne, va dans la rubrique entraînement et je propose plein de séances d'entraînement différentes pour travailler plusieurs choses. Donc c'est sur la chaîne, il y a déjà beaucoup de contenu. Il y a une vidéo que je vous ai pas encore faite et que je vais peut-être faire qui a trait justement au milieu de jeu et qui consiste en fait à repérer les milieux de jeu que vous allez rencontrer le plus souvent, liés à votre répertoire d'ouverture, et à regarder effectivement des parties de grand maître assez vite. Assez vite, parce que vous voyez les motifs qui reviennent, le placement des pièces, ça aide aussi, les échanges qui sont faits. Donc, mais ça, je ferai une vidéo spécifique dessus. Mais globalement, les conseils qui sont là, de regarder des livres, d'apprendre les finales, c'est important aussi de travailler sur les finales. Poup, 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 poup. Qu'est-ce que nous dit Sémile? Trouver les points faibles, effectivement, et les attaquer, ou en tout cas se défendre si on est soi-même en difficulté. Frédéric Michel, qui s'y connaît aussi, nous conseille le cours d'Igor Smirnov. Il est fan, hein, il en parle beaucoup. Moi, j'ai toujours pas fait l'investissement, mais c'est vrai que ça me titille, parce que le tease qu'on voit sur Internet donne envie. Donc peut-être, c'est excellent. Puis il y a déjà beaucoup de littérature, Laurent nous le rappelle. Il y a beaucoup de manuels de stratégie. Alors moi, personnellement, j'étais parti sur le Reassess Your Chess de Silman. Donc, excusez-moi, mais en français, j'ai même pas. Je ne sais pas quel est le titre français, mais c'est le Jérémy Silman sur les milieux de partie, 4e édition. Et voilà, ça vous donne les grands thèmes. J'avais essayé Nimzovich, j'ai pas aimé en fait, c'est pas si bien que ça. Il y a quelques trucs qui me restent, comme la seconde absolute, ou enfin la deuxième rangée. Mais le Jérémy Silman est pas mal, mais je pense que apprendre c'est bien, après il faut réviser, donc il faut trouver des positions types à rejouer de temps en temps pour pas oublier les plans types sur certaines positions. Regarder les parties de grand maître et l'actualité parce que ça bouge, mais sur certaines structures de pions c'est pas mal. Il y a aussi Grandmaster Chess Structure, quelque chose comme ça, je crois que c'est un auteur espagnol. Bon, il y a de la littérature, quoi. Je pense lire des livres. Et puis vous avez les vidéos aussi en France quand même. On a Igor Nataf qui nous fait régulièrement, je crois qu'il en est au numéro 27 ou 29, enfin des vidéos, donc des parties rapides, mais il explique très bien ce qu'il fait au milieu de jeu et on voit comment un grand maître réfléchit en milieu de partie, qu'est-ce qu'il veut faire, quels échanges il provoque, quel point il veut attaquer, comment, pourquoi. Il explique assez bien, donc ça aussi, ça a beaucoup de valeur. Bref, lire des commentaires ou écouter, évidemment, qui dit vidéo. Excusez-moi, bon, je ne sais plus trop où j'en étais, mais les conseils de Laurent, comme je disais juste avant, sont certainement à suivre. Donc, il nous recommande de passer par des manuels de stratégie, plusieurs, des parties de grand maître du passé. C'est vrai parce que souvent, il y avait un décalage aussi entre les Capablanca et d'autres. Et donc, on voit bien les plans s'exécuter, en fait. Bouquin de Réti, Capablanca, les Tarash. Dernière méthode, analyser ces parties avec des joueurs plus forts. Ouais, ça c'est vrai aussi. Voilà, merci Laurent pour cette réponse. Alors Dominique, belle partie contre un 2300 Elo pour la ronde 5. Vivement de voir la 6ème. Ouais, ok. Par contre, elle n'était pas très longue, mais je suis content de la façon où j'ai abordé. Tout est dans la vidéo. Ok. Monsieur Chef, comment en fait, ça devient un dialogue, quoi. Comment parvenez-vous à gérer le flux de vos pensées juste avant les parties? Arrivez-vous, selon vous, à être pleinement focus? Ok. C'est une bonne question, je me la suis posée pendant 2 ans en compétition, comment aborder la partie. J'ai vu une fois un grand maître qui épaulait son fils, l'emmener prendre l'air, discuter un petit chemin. Alors après, j'essaie toujours de marcher un petit peu, prendre l'air. Quand il y a 2 rondes, et c'est souvent le cas de nos tournois, j'essaye effectivement de m'aérer déjà, parce que je vais être assis à la table où je vais marcher dans le tournoi globalement. Donc, essayer de marcher, pas trop penser autour. Non, je fais pas d'effort de penser particulièrement. M'aérer, c'est important. Maintenant, il y a une petite fuite sympa, c'est qu'il y a ces préparations. On peut regarder des bases de données avec quelques parties de l'adversaire si on a un peu le temps, mais sans y accorder trop d'importance. J'avoue, ma préparation sur le BC Chess Masters pour les rondes, pour mes adversaires, ça a surtout consisté à essayer de voir quelles étaient les ouvertures qu'ils jouaient, surtout pour savoir quelles ouvertures j'allais jouer. Moi, mais en gros, les grosses différences, est-ce qu'ils jouaient un E4 ou est-ce qu'ils jouaient un D4 quand même, voilà, ça allait pas très loin. Mais pour moi, ça me permettait de me décontracter, dédramatiser la partie qui arrivait. Et je fais pas d'exercice particulier, je suis pas spécialement focus. J'essaye d'être à la table 5 minutes avant le début de la ronde. Enfin, je suis, parce que c'est pas j'essaye, je suis. En fait, je suis dans l'air de tournoi 10-15 minutes avant, mais à ma table 5 minutes avant.
Je prends une bouteille d'eau, j'ai arrêté les cafés parce que je sais que la maîtrise des émotions pour moi c'est important. Donc si je suis déjà stressé par le café, ça va pas marcher. Donc au contraire, je prends une bouteille d'eau que j'arrête de boire à 20 minutes du zygote pour pas avoir à cavaler pendant le zygote. Bon. Mais, et après j'écris mon nom sur la feuille, je regarde les pièges, je les place. Et je me concentre juste sur la façon dont je vais saluer mon adversaire. Avant c'était très gentiment. Bonjour. Euh, non, ridicule. Maintenant, j'ai arrêté. C'est hop, je serre la main, j'appuie sur la pendule et on est parti. Euh, et je me concentre juste là-dessus, sur ces 5 minutes. Et est-ce que c'est pleinement focus? Non, j'ai pas l'impression d'avoir mis en route un moteur. Avant, il y a un moment, je faisais une petite euh, échauffement. Je résolvais des diagrammes et tout. Là, rien de tout ça. Après tout, je sais jouer aux échecs, je sais ce qui va se passer. Euh, je suis content de connaître le premier coup de mon adversaire. Je me mets en place et c'est parti. Et la montée en puissance va se faire progressivement. Et franchement, pour mes entames de partie dans ce tournoi, j'ai trouvé que cette méthode était très bonne. Je l'ai quasiment systématiquement répétée. Et ça ne va pas chercher loin, quoi. Voilà. C'est ce que je fais. Est-ce que ça me permet d'être pleinement focus? Je ne sais même pas trop ce que ça veut dire. Ça m'a réussi, je vais continuer. Voilà, j'ai cherché. Et je pense que ce genre de truc, en plus, c'est totalement personnel, quoi. Il faut juste se sentir bien avec son processus. Alors, très bonne vidéo une fois de plus. Donc ça, c'est un vieux truc sur le Guess the Move, un outil gratuit ultra simple pour s'entraîner. C'est vrai, un petit outil qui est sympa si vous n'avez rien. Il permet de comparer vos coups sur des parties de grand maître par rapport au coût du module et vous dire si vous avez bien joué, mal joué. C'est intéressant. Merci de partager vos connaissances des outils. Ça est fort utile pour les débutants de trouver des vidéos explicatives très agréables. Bah, merci beaucoup. Surtout que je sais que je fais beaucoup de lapsus, que je me trompe sans arrêt, donc c'est gentil de dire que c'est utile parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans mes vidéos. C'est du one shot, pas de montage, plan séquence. Frédéric Michel, alors on est à 20 minutes, je vais peut-être pas aller trop loin, super la partie. Donc là c'était la partie contre le grand maître, et évidemment, jouer un grand maître c'est que du bonus et de l'expérience acquise. J'ai pas réussi à relâcher, ça c'est vrai, j'aurais pu faire mieux sans aucun doute, enfin effectivement ça ne veut pas dire gagner ou faire nul, mais je pense que j'aurais pu me battre un peu plus longtemps et mieux. Là je me suis fait étouffer, mais pour le coup j'ai appris quelque chose. Il a remis en cause, enfin en discutant avec lui, un pan entier de mon répertoire et je n'aurais même pas cru que c'était si évident que ça. Donc quelqu'un m'avait dit ouais tu t'es fait déborder trop vite, il doit y avoir un problème avec ton répertoire. Il avait raison, cette personne avait raison et c'est bien le cas et c'est ce que m'a dit le grand maître et je n'en revenais pas parce que c'était un coup assez classique que je jouais habituellement dans mon répertoire qui est très joué. Mais en y regardant de plus près, il avait raison et donc j'ai changé des choses et j'y ai gagné beaucoup je pense. Parce que j'ai changé, je sais pourquoi. Pour info, ton adversaire n'est même pas dans le top 100 malgré son Elo. Ouais, il est 2636, je sais, mais il est 120 ou 130e ou 138e, quelque chose comme ça, avec ce Elo à ce moment-là. Mais vous savez comment c'est, moi je fais une vidéo, je vous dis qu'il est presque dans les 100 meilleurs du monde. Si je dois rencontrer quelqu'un qui joue pas aux échecs et lui dire lui dire contre qui j'ai joué, je vais lui dire un grand maître, il va penser au karaté, tout ça, il va dire oh c'est bien un grand maître. Enfin c'est bien non, j'ai perdu, mais bon. Si je lui dis 2636, ça lui dira rien du tout. Si je lui dis pas loin des 100 meilleurs du monde, ou du coup on ment un petit peu dans les 100 meilleurs du monde, ah oui tout de suite on voit top 100, ok, donc c'est pas le meilleur, mais c'est quand même le monde c'est gros dans les 100. Et effectivement, 136 ou 100, il ne doit pas y avoir une grosse différence, je vais pas regarder, mais au niveau de la marge de points. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans les 100 meilleurs du monde. Mais effectivement, il est juste un peu en dessous, mais enfin, il n'y a pas à rougir hein, pour Fedorchuk. Allez, on va aller à 25 minutes, pas plus loin. Jean-Jacques Pinger, belle démonstration sur votre capacité à calculer les variantes en milieu de jeu. Oui, et j'ai progressé et je suis très content. C'est la leçon qui me concerne, la volonté et sa réalisation de pousser le calcul un ou deux coups plus loin que ce dont on pourrait se contenter dans une analyse habituelle, mais donc superficielle, bravo. Alors, c'est vrai que cette partie, je viens de le dire, était courte contre le maître Fid. Mais il y a quand même une importance du calcul non négligeable, en effet, parce qu'il y a un choix tactique, et une fois que je m'y engage, j'ai pas le droit de m'être raté, donc il faut l'avoir calculé à l'avance. Et ben voilà, ça demande un petit peu de... Je me rends compte que j'arrive à trouver des bons calculs, quoi. Attention, il y a encore des trous, hein, CF, la ronde 6 après, mais bon, la ronde 7. Alors, excellente partie, félicitations, merci, merci, ouais, c'est vrai qu'elle était sympa, alors bon, après, c'était une ronde 1 pour mon adversaire, c'est pas toujours évident non plus, mais... Joe Kaiser, un maître Fid hors théorie au bout du deuxième coup, c'est très bizarre quand même. Oui, oui, effectivement, j'ai dit ça, j'ai abusé. Alors, il n'est pas hors théorie après le deuxième coup. Disons qu'on joue le premier coup, le deuxième coup, je joue une ouverture assez rare. Là, il est encore chez lui, donc il joue son deuxième coup. Troisième coup, je joue un truc encore plus rare. Donc c'est au troisième coup qu'on est un peu... Enfin, moi, j'ai encore un ou deux coups derrière
je peux aller jusqu'au 5e avec ma théorie. Ouh. Mais voilà, lui au 3e en fait. Il a joué son premier coup, son deuxième, et au 3e il a commencé à réfléchir parce qu'il était vraiment loin de sa théorie. Et puis d'ailleurs, il faut pas. J'ai rencontré un joueur à plus de 2003, il y a 2 ans, enfin dans mon année de reprise, qui a avoué ne jamais travailler les ouvertures. Et effectivement, on a joué une partie ensemble puisque c'était un trophée à ce moment-là. Et au début, il a pris du temps, il a joué des bons coups, mais il était clairement hors théorie. Enfin, il n'avait pas de théorie. Il jouait aux échecs, tout simplement. Donc vous avez des joueurs qui sont à 2003 et qui travaillent jamais ou très rarement les ouvertures. Lui, en l'occurrence, sans doute qu'il les travaillait, mais comme je joue une ouverture rare et que mon 3e coup est une variante rare de cette ouverture rare, ben, il est évidemment pas préparé là-dessus, quoi. Si vous jouez B4, G4, le gars, il est sorti quand même, vous voyez. C'est un peu l'idée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bizarre, c'est mon choix d'ouverture qui était bizarre. Qui au final, vous l'avez vu, retombe sur une espèce de sicilienne curieuse. Hein. Alors, Julien, impitoyable grand maître, eh oui, c'est clair. En tout cas, vous avez su tirer le meilleur de cette expérience mémorable et cette défaite n'en est donc pas une. Vraiment super idée, cette temps de pause pour essayer de trouver les petites tactiques. Alors ça, c'est vous qui me l'avez suggéré. Ça vous plaît, donc je vais continuer. J'ai continué du reste sur toutes les parties, puisqu'aujourd'hui j'ai dû mettre en ligne la 7e, je crois, quelque chose comme ça. Mais ouais, ok, c'est sympa. Donc, et puis ça me permet, moi, quand j'analyse, de aussi faire apparaître les petites tactiques. Donc pourquoi pas. Quand la nulle est une victoire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Philippe Rogelot, je suis désolé pour les autres à qui j'ai pas eu l'occasion de répondre. Ça fait 25 minutes, je vais arrêter là. Et je vous remercie. Continuez à mettre des commentaires, à poser des questions. J'essaierai de répondre au maximum, au moins une fois par semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.